J'avais recommencé à travailler 2 semaines à peine après mon accouchement. Jongman, mon compagnon, n'avait même pas essayé de m'en dissuader. Nous n'avions pas le choix. Comme je n'avais pas encore tout à fait recouvré mes forces, je ne pouvais prendre un emploi à temps plein. J'avais distribué des prospectus à la sortie du métro, sur les pare-brises des voitures, dans les parkings des centres commerciaux et dans les boîtes à lettres. Je faisais donc de la publicité aussi bien pour des instituts d'enseignement privés que pour des restaurants, des saunas, des hammams, des bars, des salons de thé ou des hôtels. Toutes les 2 heures, je rentrais chez moi pour allaiter ma fille. Le travail n'était pas difficile, mais la paye était minable. J'aurais dû trouver autre chose. Je me levais à l'aube et commençais à me préparer. Jongman collait à mes basques. Lorsque l'enfant se réveilla, il la prit dans ses bras et continua de me tourner autour. Je mis du riz à cuire et fis réchauffer la soupe de la veille, puis pressai une dernière fois mes seins pour en extraire le lait. Tout le temps que je mis à me laver le visage, à l'enduire de crème, à changer de sous-vêtements, Jongman ne me quitta pas des yeux. D'ailleurs, à moins de me tourner carrément le dos, il n'aurait pu faire autrement dans cette pièce exiguë que nous habitions. Ma fille, qui venait tout juste de passer le cap des 100 jours, me regardait, elle aussi, fixement. J'étais en train de me coiffer lorsque Jongman me suggéra. « Tu devrais peut-être mettre un peu de rouge à lèvres ?» J'hésitai un instant, puis, ne possédant aucun produit de maquillage, je m'appliquai une touche de vaseline sur la bouche. J'allaitai ensuite le bébé. Je me retins d'expliquer à mon compagnon comment préparer un biberon avec mon lait. Je lui avais déjà montré plus de 10 fois. « N'oublie pas de déjeuner, lui recommandai-je. Il y a de la soupe de prête et dans le frigo ?» Cela aussi, je l'avais bien répété 5 à 6 reprises. Comme toujours, il me répondit « Oui, oui, ne t'inquiète pas. » Quand le bébé se mit à gazouiller, il lui prit la main et la secoua doucement dans la sienne en lui disant « Dis au revoir à maman et Young. » Je caressai les joues de ma fille. « Je suis désolée, » murmura-t-il. « Ce n'est pas grave, » répondis-je en souriant. Au moment où j'ouvris la porte, un courant d'air froid fit frissonner Young. « Passe une bonne journée, dit-il. » Je hochai la tête, caressai encore une fois la main de la petite. En voyant les joues bleuies de barbe de mon compagnon et le petit cou fluet de ma fille, je sentis une étrange tristesse s'emparer de moi, comme si on m'avait arraché aux gens que j'aimais le plus au monde. Je me hâtai de refermer la porte derrière moi. « Ne t'inquiète pas pour nous !» entendis-je derrière la porte. Je restai longtemps sur le seuil, incapable de me décider à partir. Ça m'ennuyait de laisser ma fille à son père alors qu'il était en pleine révision pour ses examens. Toutes les 2 heures, il fallait donner le biberon, changer les couches. Comment se concentrer dans ces conditions? Je gagnais ma vie depuis l'âge de 16 ans, mais jamais je ne m'étais sentie aussi mal à l'aise en partant travailler. Même pendant les périodes de vache maigre, je n'avais pas eu le cœur aussi lourd. J'eus l'impression que le vieil escalier branlant qui descendait du toit en terrasse se dérobait sous mes pieds. Nous nous étions installés dans ce minuscule logement sur la terrasse d'un immeuble de 3 étages à la fin de l'été, 1 mois avant la naissance de notre fille. Quand les jours de grande chaleur, j'empruntais cet escalier de fer étroit et raide avec mon gros ventre pour aller faire mes courses au marché, tout mon corps se couvrait de sueur. Et lorsque je l'avais descendu pour me rendre à l'hôpital après avoir ressenti les premières contractions, le temps qu'il m'avait fallu pour arriver en bas m'avait paru plus long que tout le restant de ma vie. Le ciel était bas, mais j'espérais qu'il ne neigerait pas. Je dévalai la ruelle en pente et arrivai au carrefour tout essoufflé. En voyant le petit bonhomme vert clignoter, je fonçai sur le passage piéton. Une voiture me klaxonna. Le conducteur baissa sa vitre. C'était mon nouveau patron. Je m'étais rapidement habituée à mon nouveau travail. Au bout de 2 semaines, j'étais parfaitement à l'aise, aussi bien dans les tâches à effectuer qu'avec les différentes catégories de clients. Mais j'avais enduré le martyre. Les premiers jours, j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais pas à me lever le matin. Mes chevilles et mes jambes étaient enflées, mon cou, mes épaules et mes poignets me faisaient horriblement mal. D'après Ginny, ces douleurs allaient durer un bon bout de temps. On faisait cuire les poulets dans une grande marmite à l'extérieur de la cuisine, sur le foyer qui brûlait toute la journée à côté de la réserve à kimchi.
Monsieur Wang s'en occupait personnellement. Sa cuisine était réputée parmi les gourmets de Séoul. Sa soupe de gratin de riz et sa soupe de poulet aux fruits de mer étaient particulièrement appréciées. Des plats que je n'aurais jamais pu m'offrir. Ce jour-là, Monsieur Wang me proposa d'assurer le service dans les pavillons. Je t'ai entendu parler au téléphone tout à l'heure. Tu as besoin d'argent? Je peux t'aider si tu veux. La sollicitude soudaine que je perçus dans sa voix m'effraya. Sortant la tête de la cuisine, Ginny me fit signe d'accepter. Au même instant, le cousin policier du patron entra dans la salle. « Alors, les affaires, ça roule ? Moi, je me sens un peu faible ces derniers temps. Je viens reprendre des forces. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Nous sommes pourtant déjà dans la première canicule. Le restaurant devrait être bondé dès le matin. Il n'y a que ça qui puisse dérider mon cousin, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison, madame? Ou devrais-je dire mademoiselle? Il me lança un clin d'œil lubrique. « Elle est mignonne, tu ne trouves pas ?» dit Monsieur Wang avec un sourire satisfait. « Je ne suis pas le premier à manger, j'espère. Je ne voudrais pas t'apporter la mauvaise fortune en ne payant pas. Puisque tu as faim, tout ça, c'est de la superstition. » Ginny posa un verre et une bouteille d'eau sur une table. Le policier les repoussa et dit « Tu sais bien que je ne mange jamais en salle. »« Emmène-le dans un pavillon, m'ordonna Monsieur Wang en me poussant dans le dos. »« Bien, monsieur, répondis-je d'une voix mal assurée. » Le policier ne me quittait pas des yeux. Je tremblais de tout mon corps. Je tenais à peine sur mes jambes. « Il n'y a que le premier pas qui coûte, » dit Monsieur Wang sur mes talons, un plateau à la main. « Après, tu verras, ce n'est pas la fin du monde. De toute façon, tu n'es plus vraiment pucelle. Pour ce qui est de l'argent, je peux t'en trouver dès aujourd'hui si tu veux. » Dans le pavillon, Monsieur Wang mit le couvert et posa le kimchi et les autres plats d'accompagnement sur la table. « Il y a beaucoup de clients qui n'aiment pas Ginny, m'expliqua-t-il, posant les yeux tour à tour sur mes seins et mes cuisses. Ils la trouvent trop grosse, mais toi, tu es bien faite. » Le téléphone dans la poche de mon tablier sonna de nouveau. C'était encore Min Young, ma sœur. J'éteignis l'appareil. Après le départ du patron, le policier et moi nous installâmes à table, côte à côte. Je n'osais pas lever la tête. Il se mit à manger son poulet, sans même m'en proposer un morceau. On n'entendit plus que le bruit de ses mâchoires. « Il paraît que c'est ta première fois ?» finit-il par me demander. Pétrifiée, je ne répondis pas. Ma tête bourdonnait. L'homme approcha son visage tout près du mien. Ses lèvres dégoulinaient de graisse. Il enroula son bras autour de ma taille et dit « Je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. » Je respirai un grand coup et fermai les yeux. Monsieur Wang me remit un petit carnet sur la première page duquel il avait inscrit une colonne de chiffres, de 1 à 40. À côté du chiffre 1, il avait noté la date suivie de sa signature. Il me restait donc 39 services à faire. Après le premier, Yoon me donna un poulet à emporter chez moi. Il ne me fallut pas aussi longtemps que je l'avais cru pour remplir la première page du carnet et rembourser ainsi la somme avancée par Monsieur Wang. À partir du 41e service, je pus enfin garder pour moi l'argent gagné dans les pavillons. J'ignorais le montant de la commission qui tombait dans la poche de Monsieur Wang, mais ça m'était égal. Je me contentais de ma part. Le patron avait raison. Seule la première fois était difficile. Le premier billet de 10 000 won que j'avais reçu d'un client, le premier verre de soju que je lui avais servi, le premier service dans le pavillon m'avait coûté. Mais je supportais beaucoup plus facilement les suivants. Au bout d'un moment, je ne ressentis plus aucune gêne. Tout fonctionne ainsi. On finit toujours par s'habituer. J'enfournais les morceaux de poulet dans la bouche des clients, les laissais me plotter les seins. Pour finir, j'écartais les jambes. C'était vite devenu une routine. Je pouvais me faire à présent jusqu'à 100 000 won en 1 heure, alors que je devais trémer toute la journée dans la salle pour gagner 40 000 won. Dire que j'avais été la seule à ignorer cette belle logique. Allongée par terre, les yeux rivés au plafond, j'entendais le clapotis de la rivière entre deux ahannements de clients.
J'avais l'impression que le bruit de l'eau devenait de plus en plus fort, pour se transformer finalement en vacarme assourdissant. Je me sentais submergée, comme si la terre entière avait été inondée. En ressortant des pavillons, j'allais sur la rive et restais un long moment à regarder l'eau couler avec une superbe indifférence pour le reste du monde. J'avais l'impression que le temps s'écoulait de la même façon. Je m'accroupissais pour me laver les mains dans l'onde. L'eau froide me ramenait à la réalité. Je redevenais alors la serveuse du jardin des jujubiers. J'avais désormais le droit d'emporter des restes de nourriture à la maison. Mais à quel prix ? Je m'étais endormie dans le car. Quand je me réveillais, il faisait nuit. Comme Hae-young avait refusé de laisser partir son père, Jong-man était resté chez sa mère. Il attendrait qu'Hae-young s'habitue à sa grand-mère et à ses cousins. Il reviendrait à Séoul dans quelques jours, m'avait-il assuré. Je n'approuvais pas cette décision, mais devant le chagrin inconsolable d'Hae-young, j'avais fini par céder. Dès que j'étais montée dans le car, j'avais fermé les yeux avec l'envie de ne plus penser à rien. J'appuyai mon front contre la vitre. Le froid me fit frissonner. Je repris mes esprits. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée seule. Je voulais oublier tous mes problèmes, ne fût-ce que pour un moment. Mes épaules se détendirent, mon mal de tête disparut. L'autocar filait sur la route. Je m'enfonçai dans mon siège, souhaitant presque que le voyage ne se terminât jamais. Je profitais de cet instant où je n'avais rien à faire et où je n'en éprouvais aucun remords. Je tripotais dans ma poche la bague en or que j'avais fauchée dans une vieille boîte en plastique sur l'étagère de la cuisine. J'y avais trouvé aussi un billet plié et quelques pièces de monnaie. La bague était trop grande pour moi. Une opération ? Avait froidement dit ma mère à mon père qui s'était alité. Tu n'y penses pas ? Nous avons déjà du mal à joindre les deux bouts, et toi, tu tombes malade ? Tu es le chef de famille, tu ne peux pas nous faire ça. Il n'est pas question de nous endetter pour te faire soigner, je te tuerai plutôt. Mon père n'avait pas répondu, ce qui avait rendu ma mère encore plus furieuse. Par la suite, elle s'était mise à le frapper pour se défouler au début, puis par habitude. Puisque tu dois mourir, fais-le tout de suite, et dehors tant qu'à faire. Min-young et moi ne pouvions empêcher notre mère de s'en prendre à notre père. C'était l'époque où toute la famille se démenait pour trouver de quoi payer l'inscription de ma sœur à l'université. Alors, faire hospitaliser notre père ou lui acheter des médicaments? Lui aussi était atteint d'un cancer du foie. Il avait souffert longtemps avant de se décider à passer des examens. Mais après les résultats, aucun de nous n'avait eu un mot de réconfort pour lui. Il avait survécu 2 ans. Peu avant sa mort, on l'avait transporté à plusieurs reprises aux urgences de l'hôpital. Il évacuait des selles sanglantes. Ma mère lui flanquait des coups de pied quand il s'évanouissait. Lorsqu'il était mort, elle avait explosé de joie. Je la comprenais. Min-young avait été la seule à pleurer sa disparition, qu'elle se reprochait amèrement. Mais à quoi servaient ces larmes, puisqu'il n'était plus là? Moi qui étais autrefois timide au point de ne retirer ma culotte que cachée sous les couvertures, je me déshabillais à présent sans vergogne devant les clients occupés à manger et m'allongeais sur le matelas en attendant qu'ils aient fini. Certains essayaient de prolonger le plaisir en entamant une conversation. Je les incitais à me pénétrer sans attendre. Je m'arrangeais pour qu'ils éjaculent le plus vite possible et qu'on en finisse. Mais il y en avait aussi qui me traitaient avec quelques égards. Je me prenais alors à espérer qu'ils proposeraient de me rencontrer en dehors du restaurant. D'après mon expérience avec le sous-directeur, je savais que cela pouvait s'avérer profitable financièrement. Je repoussais mon bol et marmonnais comme pour moi-même que j'en avais assez des soupes grasses et prendrais bien un café. Le client saisissait l'allusion au vol et m'invitait à sortir. J'étais prête à tout pour de l'argent. Les jours où j'accueillais beaucoup de clients dans les pavillons, mes cuisses se couvraient de bleu.
L'acte machinal que j'accomplissais n'avait plus rien d'humain. À la fin de la journée, je sentais la graisse de poulet. Lorsque je grimpais l'escalier menant à mon appartement sur la terrasse, j'avais l'impression d'avoir le bassin brisé. Plus la douleur s'intensifiait, plus je me demandais si ça valait la peine de vivre ainsi. Mais surtout, j'avais peur. Si je tombais malade, que deviendrais-je? Malgré tout, je ne pouvais pas m'arrêter. Le premier signe du changement de saison n'était ni la température de l'air, ni la couleur des feuilles, ni le nombre des clients dans le restaurant. C'était l'odeur et la couleur de la rivière. Elle se transformait d'un jour à l'autre. Plus il faisait chaud, plus ses effluves s'alourdissaient et plus elle prenait des teintes sombres. En avançant vers l'hiver, au contraire, l'odeur s'estompait et l'eau s'éclaircissait. Depuis quelques jours, les puissantes émanations de la rivière m'imprégnaient tout entière. L'été approchait, l'eau devenait moins froide. J'allais souvent m'y tremper les mains. Mais impossible de rester sans bouger, sous peine de me faire attaquer par une nuée de moustiques qui me piquaient le cou et les mollets. Sur le chemin, je m'égratignais les jambes dans les hautes herbes et je devais faire de grands gestes des bras pour éloigner les insectes. J'avais l'impression de travailler là depuis des siècles, que tel était mon destin. Dans la poche de mon tablier, il y avait toujours un billet tout fripé de 10 000 won, reçu du premier client. Il était plus de minuit, mais de nombreuses voitures circulaient encore sur la route nationale. Des véhicules, il y en avait beaucoup en cette période de vacances, excepté en plein centre-ville. Le panneau marquant la limite du village, « Au revoir », brillait au loin. Sur son autre face, il disait « Bienvenue ». Quand je voyais chaque matin ces mêmes mots, « Au revoir », en quittant Séoul, j'avais l'impression de quitter un univers familier pour entrer dans un autre monde. Mais quand j'y retournais le soir, la ville me paraissait tout aussi inconnue. Je ne me sentais à l'aise ni au jardin des jujubiers, ni chez moi. Dans la voiture, la chaleur était intenable. Évidemment, Yeon-son, qui devait faire la fermeture du restaurant, n'était pas monté avec nous. « Tu dois être heureuse et un peu triste en même temps, non ?» me murmura Yoon en me tendant un récipient rempli de plats d'accompagnement. Je lui répondis par un petit sourire. En réalité, je n'éprouvais ni regret, ni joie. La voiture s'arrêta au carrefour. J'en descendis. « Prends bien soin de ton enfant, dit Ginny en agitant la main. » J'inclinai la tête en guise d'adieu. Le minibus redémarra aussitôt et disparut. Dans ma poche, un billet de 50 000 won soigneusement plié, donné par mon dernier client. Je m'approchai du stand du marchand ambulant et choisis une robe longue. Il me resta 3 billets de 10 000. Je passai ensuite à la supérette et achetai des saucisses, des biscuits, du lait, des pousses de soja, du tofu et des nouilles instantanées. Plus qu'un billet. Je le dépensai en cigarettes. 4 paquets. Mes poches étaient désormais vides. Madame Shin buvait avec quelques hommes autour d'un plat de tteokbokki.